Salut tout le monde et bienvenue dans notre nouveau podcast, le rendez-vous incontournable pour tous les professionnels en gestion de projet. Aujourd'hui, on va discuter de la carrière internationale des chefs de projet. Et pour mettre les choses en perspective, on va commencer par quelques chiffres révélateurs. Donc d'après radiofrance.fr, la France est le 3e pays qui envoie le plus de travailleurs détachés en Europe, juste derrière la Belgique et l'Allemagne, c'est-à-dire qu'elle envoie des employés travailler temporairement à l'étranger en gardant leur contrat initial. Ça en dit long sur l'envie grandissante de vivre à l'étranger, souvent qui est poussée, là en l'occurrence par des ambitions professionnelles. Et aussi on a une enquête d'Expat Insider International qui révèle aujourd'hui entre 56 et 57 millions d'expatriés à travers le globe, dont une belle part de Français estimés entre 2 et 2 millions et demi. Et qui dit nouvelle aventure, dit aventure internationale, dit nouveaux défis, nouvelle culture d'abord, nouvelle langue, et c'est qu'il faut s'adapter et se réinventer en continu. Et donc pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Christophe Delalande, un expert en gestion de portefeuille de projets et de programmes, avec une expérience multiculturelle et qui fait partie également des auteurs du site blog gestion de projet. Donc Christophe va partager avec nous son expérience multiculturelle, les défis rencontrés, les opportunités en travaillant dans différents pays. Justement, on va partager quelques conseils pour réussir sa carrière en tant que chef de projet expatrié ou essentiellement détaché. Christophe, merci de rejoindre cette discussion. Oui, bonjour Sarah, bonjour à tous. Parfait. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours, de ce qui t'a motivé à poursuivre une carrière internationale dans la gestion de projet et l'importance de la flexibilité culturelle pour un chef de projet qui travaille à l'international? Oui, bien sûr. Donc, quand j'étais étudiant, j'ai toujours eu envie de travailler à l'international, d'avoir des échanges internationaux. Donc, j'ai eu la chance de faire un stage de fin d'études à l'international, et ce qui m'a lancé un petit peu dans la carrière. Et ensuite, pour des raisons professionnelles et personnelles, j'ai continué à l'international en passant en fait 20 ans au Brésil. D'accord, parfait. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours d'une manière générale dans la gestion de projet? À l'origine, je suis ingénieur de formation, donc j'ai travaillé dans des fonctions plus techniques, des fonctions de développement, des fonctions de support. Et je suis rapidement devenu intéressé par la partie gestion de projet, dans la mesure où il y avait une partie méthodologie, une partie de fond qui m'intéressait. Et ensuite, ça m'intéressait beaucoup d'organiser mon travail, organiser le travail des autres, pour pouvoir en fait livrer des projets, des services et des produits. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est fait en plus d'une rencontre avec le Project Management Institute qui fournissait des cours et des certifications pour pouvoir continuer dans cette carrière. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êt bénévole auprès du PMI Institute. C'est ça. Je me suis certifié PMP en fait en 2005 et depuis 2005, j'ai fait de nombreuses activités comme volontaire, que ce soit d'un point de vue, je dirais, global, en révisant ou en créant des questions pour la certification de PMP, ou bien plus localement, aujourd'hui en France, au niveau du chapitre atlantique du PMI, en organisant des événements et en participation à des présentations. D'accord, parfait. Merci pour cette présentation. Alors justement, tu parlais de certification professionnelle et j'imagine que c'est la première langue, on va dire, en commun qu'on peut avoir avec des équipes à l'étranger. Et là, on peut déjà commencer à parler des aspects différentiels qu'on devrait avoir en tant que chef de projet lorsqu'on construit une carrière à l'international. Oui, alors la base, c'est bien sûr l'anglais. Et souvent, je considère que pour le travail, l'anglais, ce n'est pas une langue de travail, mais c'est plutôt un outil. C'est-à-dire que c'est un prérequis pour qu'on puisse échanger à l'international. C'est un prérequis pour aussi étudier, pour participer à des associations. Donc, la base, un anglais, et quand on dit un anglais courant, c'est vraiment un anglais, c'est-à-dire qu'il soit fluide, qu'il sorte tout seul. On n'est pas d'effort à faire pour parler. C'est le prérequis pour pouvoir aller à l'international. Alors effectivement, beaucoup de personnes parlent du broken English, c'est-à-dire un anglais qui n'est pas forcément parfait, mais on va dire qui permet de fonctionner comme ça en anglais, de parler, de s'exprimer. Est-ce que c'est plus une confiance en soi finalement? Plus qu'une maîtrise parfaite, on va dire, de la langue dans le parler ou dans l'écrit. C'est fluency, comme on dit. Oui, alors on revient donc à la gestion de projet. La gestion de projet, beaucoup de gens disent que
pratiquement 80% du travail de la gestion de projet, c'est la communication. Et la communication, elle est écrite et orale. Et comme tu le dis, il faut avoir une certaine confiance, une certaine aisance pour communiquer des messages, pour passer des rapports. Donc, c'est pour ça qu'il faut se sentir à l'aise dans la langue. Pas aussi à l'aise que dans notre langue maternelle, mais quand même que ça soit des choses fluides. Il faut aussi différencier quand on travaille avec des gens qui sont anglophones non natifs et des anglophones natifs. Quand on est avec des gens non natifs, on se sent plus à l'aise puisqu'on sait que ces gens-là ne sont pas non plus, n'ont pas comme langue maternelle l'anglais. Donc ça nous permet à mon avis d'être plus à l'aise, d'être plus tranquille en se disant bon, si on fait des fautes, c'est pas très grave. L'important c'est de communiquer et d'essayer d'être toujours plus précis et toujours penser à s'améliorer. En fait, on peut toujours s'améliorer en anglais, que ça soit au niveau de la fluidité, ça peut être aussi prendre du vocabulaire spécifique d'un secteur industriel, prendre du vocabulaire de certains domaines et on continue. Après, quand on passe à l'échange avec des anglophones, au début, c'est quand même assez compliqué puisque eux, ils partent du principe qu'on parle anglais, donc très souvent, ils ne font pas beaucoup d'efforts pour parler plus lentement ou pour avoir du vocabulaire plus simple. Donc, c'est une certaine épreuve, je dirais. Moi, j'ai vécu ça il y a quelques années où j'ai commencé à travailler dans un environnement totalement anglophone. Et les premiers mois, c'est extrêmement fatigant de passer 4 ou 5 heures par jour au téléphone ou par Skype avec des anglophones. Mais après, on s'habitue, je dirais que l'oreille s'habitue, le cerveau s'habitue et on se sent vraiment à l'aise. D'accord, parfait. Et donc, hormis la maîtrise de la langue qui est évidente, quels sont les prérequis? On a parlé de certification. Quels sont les autres prérequis vraiment pour s'intégrer? Quand c'est possible, un des prérequis, c'est déjà d'avoir voyagé. C'est possible en tant qu'étudiant faire des échanges. Aujourd'hui, sur l'Europe, il y a les bourses Erasmus qui permettent quand même de faire beaucoup d'échanges dans des pays européens. Donc ça, c'est un avantage qui permet de fortifier 3 points. Le premier, c'est en général de pratiquer l'anglais, puisque ça va être la langue, en général, la langue commune quand on est dans une communauté un petit peu le style de l'auberge espagnole. La langue commune arrive à très rapidement à être l'anglais. La deuxième chose, c'est que d'un point de vue personnel, ça nous apprend à vivre d'une autre manière, vivre avec des gens différents. Et la troisième, c'est au niveau du CV, d'avoir une expérience, d'avoir fait un échange, d'avoir passé 6 mois en Hongrie ou 6 mois en Espagne. C'est un atout pour ensuite pouvoir avoir un poste à l'international. D'accord, donc on a parlé de la pratique, des échanges culturels ou en tout cas de voyages culturels pour pratiquer. C'est aussi important peut-être de faire du réseautage. Alors maintenant, une fois qu'on est installé dans le pays cible, quelles sont les bonnes pratiques pour s'intégrer vraiment au sein d'une équipe multiculturelle? Alors, la première pratique, si possible, c'est de s'éloigner de la communauté française ou francophone. Parce que ça oblige dans ces cas-là à rencontrer des gens du pays, d'interagir avec la langue du pays quand c'est possible, quand on commence à la maîtriser. Et ça, c'est de toute façon toujours un conseil, quelle que soit la difficulté de la langue, c'est essayer d'en apprendre un minimum, puisque ça sera toujours très bien perçu par les gens de voir qu'on fait un effort pour s'intégrer. Donc ça, c'est un premier point au niveau de la langue. Et le deuxième, c'est de trouver des centres d'intérêt, que ça soit participer à des activités sportives, culturelles. Quand on va à l'international en famille, on a des enfants, l'école est une porte d'entrée très importante pour interagir avec les gens. En fait, c'est trouver les points communs, les centres d'intérêt, s'intéresser à la culture du pays, comprendre aussi les différences, mais vraiment faire un effort de s'ouvrir, avoir des expériences. D'accord. Est-ce que là, on peut parler de multiculturalité ou d'interculturalité? C'est-à-dire, est-ce qu'on préserve une partie de sa culture? Comment est-ce qu'on s'impose, on va dire, avec sa culture, son identité au sein d'une équipe, tout en absorbant une partie de la culture qui est en place? Alors, c'est un excellent commentaire dans la mesure où je pense que le respect de l'autre commence par son propre respect. Il faut définir des limites, parce que chacun a sa propre culture, sa propre individualité. Donc, on va aller dans un autre pays, dans une culture qui peut être différente. Et il y a des choses qu'on ne pourra pas faire, parce que ça va nous déranger. Donc, il faut la flexibilité d'accepter des choses un petit peu différentes.
et d'un autre côté, maintenir une certaine limite en disant il y a certaines choses que je ne ferai pas parce que ça me correspond pas ou ça me dérange. Donc là, il y a une certaine subtilité. Il peut y avoir au niveau de la nourriture, par exemple. On peut aller dans des endroits où il y a vraiment des choses auxquelles on n'a pas été habitué, donc on peut goûter, essayer et à certains moments se dire non, ça c'est pas pour moi. Il y a certaines activités aussi qui peuvent plaire et d'autres moins. Donc là, c'est une subtilité à voir, mais je dis, il faut respecter les autres, c'est aussi se respecter soi-même, autrement on finit par se perdre. D'accord, très bien. Et j'imagine en termes de communication avec les équipes, j'imagine que la communication, qu'elle soit formelle ou informelle, est très importante pour s'intégrer. Et justement, quels sont les outils qu'un chef de projet peut utiliser en interne vraiment pour s'intégrer? Il y a évidemment le plan de communication et comment ça peut être un outil facilitateur des échanges. Et aussi sur le plan informel, quelles sont, ou en tout cas la communication informelle, quelles sont peut-être les bonnes pratiques, on va dire, d'après ton expérience. Donc d'un point de vue formel, effectivement, le plan de communication, il peut être simple en quelques lignes, mais il permet de définir clairement les règles de la communication dans une équipe projet. Un exemple assez courant, c'est la langue de travail. On peut très bien avoir une langue à l'oral qui va être différente de la langue écrite. Donc très souvent, la langue écrite, la langue de rapport, ça va être la langue officielle de l'entreprise, très souvent l'anglais. Quand on travaille dans une entreprise française à l'international, ça peut être également le français. Donc ça, ce sont des choses à définir. Ensuite, il y a bien évidemment la définition des règles de base de respect, de laisser les autres parler, d'arriver à l'heure. Donc ça permet de dresser un cadre simple que tout le monde comprend et que tout le monde connaît. Ensuite, sur la partie informelle, le meilleur outil, c'est sans doute l'écoute, l'observation, c'est-à-dire écouter, observer, voir comment est-ce qu'on peut comprendre un peu mieux les choses, qu'est-ce qui est différent. Et quand on ne comprend pas, le mieux, c'est de se poser des questions et peut-être de trouver des gens qui peuvent expliquer, aider. On peut avoir tendance à rejeter ce qu'on ne comprend pas. Et c'est là vient l'erreur. C'est que ce qui n'est pas compris, il faut trouver quelqu'un pour nous l'expliquer. Et après, ça va mieux. Tout ce qui est justement au niveau de la gestion du temps, par exemple, on a quand même beaucoup de différences en fonction des pays. C'est important de sentir les choses comme chef de projet. Oui, j'imagine. La reformulation, ça reste toujours important pour s'assurer d'avoir compris. Autrement, si on peut faire intervenir quelqu'un, il ne faut pas hésiter à le faire, j'imagine. Alors, quels sont les derniers conseils que tu pourrais donner à un chef de projet qui envisage sa carrière, peut-être suivre une méthodologie pour réussir, on va dire, globalement? Donc à la base, on a dit avoir des expériences à l'international, donc commencer en tant qu'étudiant. Une opportunité pour les jeunes en Europe, c'est de travailler comme VIE ou VIA, c'est-à-dire volontaire international en entreprise ou en administration, qui permet d'être détaché d'une entreprise européenne. Et c'est pour les jeunes de 18 à 28 ans. Donc ça permet d'avoir une expérience internationale dans un cadre assez sûr, puisque ce cadre est défini à la fois par l'entreprise et par le gouvernement français. Donc ça permet d'aller à l'international sans avoir de gros soucis en termes d'expatriation, en termes de visa, en termes d'habitation, puisque ça c'est déjà pris en charge. D'accord. Et en termes de certification pour les chefs de projet qui ont déjà une expérience? Alors la certification, elle permet d'avoir une base de connaissances et une base d'expérience commune, un même vocabulaire. Je vais parler plus du PMI puisque c'est ce que je connais, mais le raisonnement est valable pour Prince, pour les autres, le SAFE, les autres certifications. C'est-à-dire qu'on construit une base de connaissances communes qui permet d'échanger et de communiquer de manière plus efficace puisque les références sont les mêmes. Donc ça, c'est une première chose, ça permet d'interagir avec les gens de manière efficace. Et la deuxième chose, c'est une certification internationale. Elle est connue dans le monde entier. Donc si on est détaché dans un pays et qu'on a cette certification, ça donne une certaine crédibilité. Et ensuite, si on veut chercher du travail dans une entreprise étrangère, cette certification, elle est valorisée et on sait à quoi s'en tenir. Donc ça permet d'y aller en confiance. Parfait. Merci pour cette discussion enrichissante. Chers auditeurs, auditrices, nous espérons que cet échange vous a apporté des éclairages utiles. Restez branchés pour d'autres épisodes passionnants sur la gestion de projet et la technologie. À très bientôt.